Dans la dernière vidéo, on a traversé le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie. Et autant te dire que c'est une douce introduction à ce qu'il nous attend dans ce deuxième et dernier épisode. On va traverser la Zambie, la Tanzanie, on va explorer en profondeur l'Ouganda et finalement déposer la voiture à Mombasa au Kenya pour terminer l'aventure. Je peux te dire que cette partie du voyage fut bien plus impressionnante que prévu. Après avoir traversé la bande de Caprivi pendant quelques jours en Namibie, on passe la frontière en Zambie et en un coup, on a l'impression que tout change. Et voilà, on est passé en Zambie. Ça a pris pas mal de temps le passage de frontière, 2h30 en tout. Donc là on va dormir dans un parking vraiment pas très sexy. Mais franchement après un gros passage de frontière comme ça, flemme d'aller faire un camping dans la nature. Et puis demain, continuer notre route pour commencer la découverte de l'Est de la Zambie. Where are my sunglasses? Over there. Le lendemain, on reprend la route et je peux te dire qu'on va pas chômer. Notre plan en Zambie, il est bien simple. On veut arriver en Ouganda dans plus ou moins un mois, donc ça veut dire qu'on ne doit pas trop traîner. La Zambie, c'est un pays bien différent des 3 pays que l'on a déjà découverts. Ici, il y a presque plus de touristes. Il y a beaucoup de vie au bord des routes et la première chose qui impressionne, c'est le nombre de personnes en vélo qui transportent des énormes sacs remplis de charbon. Pour l'instant, on parcourt une route dans le pire des états. Une route anciennement macadamisée, ce qui fait que la poussière est bien présente et que les nids de poules sont presque pires qu'en Belgique. En plus, sur cette route, on fait un peu la guerre avec les camions. Enfin, surtout avec la poussière qu'ils dégagent. On voit pas grand chose et c'est vraiment un enfer pour dépasser. Ça ne nous empêche pas d'enchaîner les kilomètres, parfois avec une petite pluie, ce qui est très bon pour la suite. Car n'oublions pas que nous, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est de retrouver un maximum de verdure. On traverse la capitale de la Zambie, Lusaka, sans s'arrêter. Et c'est officiellement la première capitale que l'on traverse depuis le début de notre voyage. Ça fait quelques jours qu'on conduit. On a vraiment tracé depuis la bande de Caprivi en Namibie jusque dans l'est de la Zambie. Pourquoi? Parce qu'on nous a conseillé de découvrir cette zone-là de la Zambie à cette période. Tout ce qui est plus au sud est apparemment beaucoup plus sec et en fait beaucoup plus ressemblant à ce qu'on a déjà vu en Namibie et au Botswana. Et comme on a déjà vu pas mal de choses, on s'est dit tiens, ça nous ferait du bien de voir un autre paysage de plus en plus humide, de plus en plus montagneux. Comme d'habitude, on reprend la route. 32 degrés. Et c'est enfin aujourd'hui que l'on va réussir à s'enfoncer dans la brousse, retrouver les pistes un petit peu plus intéressante que cette énorme route nationale que l'on suit depuis plusieurs centaines de kilomètres. L'itinéraire que l'on va suivre dans les prochains jours, on l'a eu grâce à des personnes bien précises et il faut absolument que je te les présente. GG Road Trip, c'est Geneviève et Yannick, 2 fêlés du road trip. C'est le couple le plus engagé sur le continent africain que je connaisse en termes de road trip. Ils ont déjà presque tout fait, tous les itinéraires possibles et imaginables en Afrique. Noyer leur Land Cruiser, ça leur fait pas peur. Le bloquer en plein milieu d'un parc en Zambie, non plus. Faire la Nationale 1 au Congo, qui est une des routes les plus chaudes à faire au Congo, mais pour eux, il n'y a pas de problème. Geneviève est l'aliment de son blog qui est fantastique parce que les articles sont super bien détaillés avec des photos et des petites vidéos. Et en plus de ça, on a beaucoup dialogué avec eux. Ils nous ont partagé énormément de conseils et merci à eux parce que leur blog, c'est une mine d'or d'informations. Donc si tu as envie de voyager depuis la Belgique, depuis la France, je te conseille d'aller faire un tour sur leur blog. C'est un régal. Bref, nous, on continue notre route à travers la Zambie et on quitte enfin la route principale. L'objectif, c'est d'atteindre le parc national du Luangwa, un endroit bien reculé et pas trop visité. Et pour l'instant, la piste n'est pas très large et nous emmène à travers de nombreux villages. À chaque village, il y a d'énormes manguiers en pleine production. On voit beaucoup de personnes en manger. On s'arrête pour en acheter quelques-unes, mais on déchante très vite. Vous voyez des manguiers partout. Et nous avons enfin récupéré nos premières mangues qui sont plus dures que des pommes. Et pas très mûres, voire pas du tout même. On s'enfonce petit à petit dans la brousse et les villages se font tout doucement remplacer par les animaux.
Et avec le soleil qui se couche tout doucement, on décide de s'arrêter au bord de la rivière pour y passer la nuit. Bon, hier c'était sans doute la meilleure piste qu'on ait jamais faite depuis le début du voyage. Alors ce matin c'était fantastique. Déjà hier c'était déjà très excitant parce que comme on est arrivé de nuit, on connaissait pas trop les alentours, etc. Mais t'entends les hippopotames au loin, tu vois des crocodiles, des yeux de crocodiles dans l'eau. On a entendu un moment un bruit où on a filé dans la voiture parce qu'on est sur un territoire où il y a des lions, on est sur un territoire où il y a des éléphants, il y a des wild dogs, il y a tout. Il y a juste tout. Donc il fallait quand même être prudent, c'est pour ça qu'on fait toujours un petit feu. En fait ce qui est génial c'est de faire du bivouac où le parc national est en face de toi et tu es de l'autre côté de la rivière, donc techniquement tu es dans le même environnement, c'est la même chose. Les animaux peuvent traverser à certains endroits parce que l'eau est vraiment très basse. On est au dernier moment de la saison sèche, la saison humide va bientôt commencer, dans 3 semaines, 1 mois. Donc ça veut dire que là les niveaux d'eau sont au plus bas, tout est sec. Et j'avoue qu'un peu plus de verre on dirait pas non, mais c'est quand même fantastique. On prend doucement la direction du parc Luangwa Sud. Ce parc, il est réputé pour son énorme diversité apportée par la rivière du Luangwa, qui est une véritable source de vie. Éléphants, koudous, girafes, hippopotames. On aura tout vu et en grande quantité. Dans la rivière, là, il doit y avoir une 50aine d'hippopotames. Et juste derrière nous, on a tous les éléphants. Quand on est dans des parcs, c'est assez simple. On se balade en prenant les pistes au hasard. Et parfois, on a de très belles surprises. Après ce beau spectacle, on prend la route vers la sortie du parc qui est censée nous amener vers une piste qui nous permettra de continuer notre itinéraire. On passe les 97 000 km au compteur et les 7 000 km parcourus sur le continent africain. À la sortie du parc, on retrouve les villages et on se dit qu'il est peut-être temps d'essayer de trouver un endroit pour acheter quelques légumes frais. Après avoir trouvé une information comme quoi il y avait un magasin sur l'application iOverlander, 2 enfants nous montrent le chemin et on arrive à destination. Hello. How are you? Fine, how are you? It's too dry. Papaya. Only papaya. Yes. Banana? No. It's green. It's green. And mango also green. Mango. Yeah, green also. Also green. We will take green mango and cook. Are you cooking? Yes. That's cooked green mango. Yes. So it's better when it's cooked. Taste. Tasty. Yes. Take one and eat. You eat the skin? No. No. We eat skin and all. Everything. Everything. Forcément, en saison sèche, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de légumes frais. Mais on découvre enfin le secret des personnes qu'on n'arrête pas de croiser qui mangent des mangues sur le bord de la route. Ça, c'est de la mangue bouillie. Et en vrai, quand c'est pas bouilli, elle est où? Elle est là. C'est super acide, genre pomme citron. C'est pas si mauvais. Et ça la rend complètement mangeable. Et comme la saison est ultra sèche et qu'il n'y a que ça dans les arbres, et ben ils font bouillir ça, ils mangent ça. Et c'est pas si mauvais. C'est un mélange de courge, patates, un peu plus acidulé. C'est très bizarre. Et tu manges la peau. Comme ça. La peau, c'est quand même bizarre. Mais ça coûte plus rien. Après cette découverte gustative quelque peu intrigante, on fait le choix de ne pas suivre la piste principale. Pour continuer notre itinéraire, on doit arriver à un endroit où il y a un espèce de ponton pour pouvoir traverser la rivière du Luangwa.
Pour arriver à ce ponton, il y a plusieurs options, dont une qui longe la rivière, et on se dit que ce sera sans doute plus sympa de choisir celle-là, même si elle a l'air d'être moins empruntée. Sauf qu'après 1 heure de route, la piste commence tout doucement à se rétrécir. On s'est lancé dans une piste qui ne présage rien de bon car elle ne cesse de se rétrécir, et pendant qu'on la parcourt, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, tu le sais, c'est une application que tu peux installer sur ton ordinateur et sur ton téléphone pour sécuriser ton accès à internet. Honnêtement, quand on fait ce genre de voyage, c'est bien pratique pour plusieurs raisons. Il y a l'aspect sécurité, ce qui nous permet de pouvoir surfer sans trop craindre de se faire voler ses données sur un wifi public à l'hôtel ou autre part, mais surtout il y a l'aspect pratique. Comme on voyage dans plein de pays différents, c'est super pratique de se connecter en Belgique pour avoir l'internet ou des recherches Google comme si on était en Belgique. En plus maintenant avec NordVPN, ils ont activé une protection anti-menace. Même si tu n'actives pas ta connexion VPN, tu as cette protection qui reste active en arrière-plan. NordVPN va prendre le soin de chiffrer toutes tes données de connexion et tu peux connecter 10 appareils simultanés avec un seul compte. Si tu es intéressé, il faut absolument que tu cliques sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois gratuits sur ton abonnement. Et si tu as juste envie d'essayer, n'hésite pas à le faire parce que c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Bref, merci NordVPN et nous, on continue. La piste se rétrécit de plus en plus, on a l'impression de simplement suivre des traces de moto. Et le problème, c'est que quand ça commence comme ça s'améliore pas trop avec les kilomètres que l'on parcourt. On s'est engagé dans un truc pas très malin. On a pris une piste tertiaire et elle se rétrécit de plus en plus. Il n'y a clairement pas eu de passage depuis bien longtemps et on peut pas trop faire demi-tour parce qu'on n'a plus beaucoup d'essence. Donc on va essayer de continuer. Pendant 5 minutes, on s'arrête pour essayer de trouver la piste qui est maintenant complètement effacée. Et au loin, je vois 2 hommes sortir des bois, je leur parle de la piste et ils me disent qu'ils vont dans la même direction que nous et qu'ils vont pouvoir nous guider. Avec leur machette, ils nous ouvrent carrément la voie, sauf qu'on tombe sur un troupeau d'éléphants et ça a plutôt l'air de les paniquer. On a trouvé 2 locaux, pas loin de là où on était. Et là, ils sont en train de nous tracer le chemin, de nous montrer où est la piste. C'est introuvable, on ne l'aurait jamais trouvé tout seul. Et là, il y a des éléphants, on est bloqués. Et ils ont beaucoup plus peur que nous. Mais les éléphants n'ont pas l'habitude des touristes. Du coup, ils chargent beaucoup plus facilement. On arrive à contourner le troupeau et on continue notre route. Ils allaient dans la même direction que nous. On leur a dit ok, ben on se suit. Je leur ai dit mettez-vous sur le capot, ils n'ont pas voulu. Au départ, ils ont fait à pied. Et maintenant, vu que c'est un peu plus facile, ils sont sur le capot. Et on va voir où est-ce qu'ils nous emmènent. Après plus d'1 heure et demie à avoir tracé la piste avec eux, on les remercie en achetant une partie de leur miel qu'ils venaient tout juste de récolter à main nue. Wow! Thank you. It's very good. Ça fait depuis plus de 350 km qu'on n'a pas vu. Ah si, on a vu 3 km de macadam. Quand on est passé dans un petit village où il y avait une station essence qui n'avait plus de diesel. Ça, on a vu du macadam. Mais sinon, on est sur de la piste, dans du off-road depuis 350 km. On n'a pas de réseau depuis, sauf quand on est passé à la station qui n'avait plus de diesel. Je me rapproche de l'eau, mais en fait, j'avais oublié qu'il y avait des crocos, qu'il y avait des hippos. Je vais faire marche arrière. Voilà le petit miel qu'on lui a racheté. Il y a juste une larve, une abeille, mais sinon ça va être très très bon. Hein. Et il faut noter que le gars a quand même été récolter le miel dans la tenue dans laquelle il était, sans gants, sans rien, juste avec sa hache. Il est trop bon. Demain matin, on fait des pancakes et on met ça dessus. Mais il goûte quoi? Il sent super fort quoi. Mais le miel, Non, oui, mais il y a une fleur là-dedans. j'ai une partie qui goûte de la pomme. T'as des petits bouts de gueule d'abeille. Ça goûte la pomme? Ils sont super forts.
Il est 18h45. Il fait déjà bien noir. Et on s'est garé un peu trop près de la brousse parce que là on entend pas mal de craquements de branches, etc. On sait pas ce que c'est. Comme on a vu que les locaux étaient quand même assez stressés avec les éléphants ici, on se dit qu'on va gentiment se mettre à l'intérieur de la voiture, pas trop bouger et aller dormir très vite. Aujourd'hui c'est une belle journée parce que pour la première fois qu'on suit cette rivière qui est le Luangwa, on va la traverser. Et normalement on est en saison extrêmement sèche, donc il y a des espèces de ponts en bois avec un petit ponton, un bateau à la main. Mais on ne sait pas trop ce qu'il y a là parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. J'imagine que le ponton il fonctionne vraiment pleinement quand les niveaux sont beaucoup plus hauts. Mais là, ça va être la première activité du jour. Ça, c'était l'endroit où il était censé y avoir un petit ponton. Sauf qu'il n'y a plus. Et quoi, il n'y a plus moyen ou quoi? Oh, on ne dit pas qu'on a fait tout ça pour rien? Ce ponton, on l'avait vu sur le blog de GG Road Trip. Et quand ça fonctionne, ça ressemble à ça. Hello? Sauf que là, il n'y a personne aux alentours. Et vu qu'on n'est pas arrivé par la piste principale, ça fait longtemps qu'on est tout seul et on n'a pas eu l'occasion de demander si le ponton était toujours en fonction. Il y a l'air d'avoir des traces quand même, hein. Ouah. Impossible. On se dit qu'il doit y avoir un autre passage. On fait alors demi-tour en reprenant la trace principale. Ici on voit déjà plus de traces de voitures. On trouve un passage de rivière, mais avec des petits bouts de bâton plantés dans l'île de la rivière, et ça a l'air tout récent. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air très mou. On est juste à côté d'un camping et on se dit qu'on va aller demander à la réception. Tu vois? Et il s'avère qu'on a bien fait parce que c'est là où on doit payer les frais d'entrée du parc national. En fait, en passant ce ponton, on doit aussi payer le droit d'entrée dans le parc national du Luangwa Nord. On a trouvé les gens à qui payer. Ils nous ont confirmé que la traversée de rivière était pas compliquée du tout. Mais là, on est content de payer notre droit d'entrée. Et il m'expliquait qu'en fait, le ponton était actif jusqu'à ce mardi. Ils l'ont désactivé parce que le niveau de l'eau devient de plus en plus bas. Ils le désactivent pendant la saison des pluies parce qu'en fait, il n'y a aucun véhicule qui arrive à passer à travers la forêt, etc. C'est juste pas possible et surtout encore moins de traverser la rivière même avec le ponton. Et donc le ponton revient en fonction vers fin avril, mars-avril. Donc on l'a loupé de quelques jours, mais c'est pas grave, c'est très bien. La rivière du Luangwa est enfin traversée et nous, on peut continuer notre route pour essayer de rejoindre le macadam. Première mangue, plus ou moins mûre. Complètement mûre, non? On n'a pas attendu, hein. Tiens. La suite de la route nous a complètement surpris. On est à plus de 1000 mètres d'altitude, les températures sont très agréables et la terre est devenue complètement rouge. Ça fait plus de 500 km qu'on n'avait pas vu le macadam. On a fait plus de 500 km dans les pistes. Maintenant, on n'a plus beaucoup d'essence. Il ne nous reste plus que les 2 jerrycans au-dessus. Donc, faut voir quelle direction on va prendre pour avoir la station le plus rapidement possible. On décide de prendre un itinéraire qu'on ne connaît pas trop, en espérant croiser des stations-service sur le chemin. Le seul problème, c'est qu'elles sont toutes fermées les unes après les autres. En plus de ça, je me dis pourquoi pas essayer de tester la réserve de la voiture. J'ai jamais été jusqu'au bout de la réserve et je décide donc de rouler jusqu'à ce que la voiture s'éteigne pour connaître son autonomie réelle. Et voilà, on aura donc fait 600 km sur un plein. On pensait qu'on avait 600 km d'autonomie avec les jerrycans sur le toit. C'est bien d'avoir testé, c'est pas bien d'avoir été jusqu'au bout du plein, parce que du coup c'est là que tu prends tous les résidus. Mais au moins on l'a fait une fois. Je vais remplir le jerrycan, j'espère qu'ils sont remplis. Et on va continuer notre route.
système de siphon qui fait plaisir pour pas devoir descendre les jerrycans jusqu'en bas. Je reviens pas de l'autonomie de la voiture. Puiser dans le fond du réservoir d'un diesel, c'est pas très malin. Et j'en paye un peu les frais. On a beaucoup de mal à redémarrer la voiture, vu que le système est complètement vide et sûrement un petit peu encrassé. Une fois que la voiture tourne plus ou moins rond, on reprend la route vers la prochaine ville pour faire le plein, faire les courses et se poser dans un endroit pour la nuit. On s'est posé au bord de cette route. On a vu un espèce de fishing village. On s'est arrêté. On a rencontré le propriétaire qui était super sympa, qui nous a fait un petit tour. Il s'avère qu'il a un petit étang où on s'est installé gentiment. Il nous a dit qu'on pouvait rester là gratuitement. Il nous a ouvert une chambre de son hôtel Fishing Village, je sais pas comment il veut l'appeler, pour qu'on puisse avoir accès à de l'eau. Vraiment super sympa. Aujourd'hui on se réveille et on a la première crevaison lente depuis le début du voyage. C'est pas très grave parce qu'elle est vraiment très lente. En même temps, quand tu vois sur quoi on a roulé les derniers jours, c'est des énormes picots que j'enlève des pneus. Là, tu comprends qu'il y a au moins une petite crevaison lente, parce que vraiment j'enlève des trucs comme ça. Je vais essayer de réparer ça ce matin, je pense. On se réveille avec un pneu bien plat et probablement un clou dedans. Heureusement, j'ai un kit de réparation avec moi. Il suffit d'agrandir un petit peu le trou, même si ça paraît contradictoire, et d'insérer une mèche qui va tout simplement bloquer le trou. Et voilà. Je vérifie s'il n'y a plus de fuite dans le petit lac juste à côté. Et je suis bon pour tout remonter. Une fois le pneu remonté, on reprend la route, mais cette fois-ci vers l'ouest du pays. Mais avant d'arriver là-bas, la piste nous réserve encore quelques surprises. Voilà où se termine la route. On a un petit ponton à prendre là, juste de l'autre côté. On va attendre qu'il arrive de notre côté. Je pense qu'il y a un camion qui va nous joindre. Je ne suis pas sûr s'ils peuvent faire 2 véhicules à la fois. La traversée a duré littéralement 5 minutes et ça nous permet de continuer la route vers notre objectif de la journée. Welcome to Kasama. Moto. Petite pause déjeuner, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas traversé une si grosse ville. Et on repart, toujours en continuant à grimper en altitude. Les températures baissent et la pluie revient. Et petit à petit, les paysages deviennent comme on l'a toujours rêvé, humides et pleins de verdure. Changement d'ambiance, on est à plus de 1500 mètres d'altitude et c'est la première fois qu'on a une grosse pluie qui dure plus de 5 minutes sur la journée. C'est vachement chouette parce que depuis le début c'était très sec, très aride et là c'est canon. On est au Lomangwe Falls, on est complètement dans l'ouest de la Zambie, pas au bout mais presque. Et on est tout seul et on va camper ici ce soir. Juste au bord, donc je me tiens à cet arbre-là. C'est peut-être pas les chutes Victoria, mais par contre, le fait de pouvoir dormir à côté et vu le débit et la beauté du truc, c'est vraiment bon. C'est un microclimat un peu bizarre parce qu'il fait beau mais extrêmement humide simplement à cause de l'eau que toute la cascade rejette. À 2-3 km de là où on a dormi, il y a une deuxième cascade. On fait une petite marche de 10 minutes car apparemment elle vaut aussi fortement la peine d'être visitée. C'est marrant parce que ces cascades sont vraiment dans un endroit assez reculé de la Zambie. Pas beaucoup de touristes s'amusent à faire le détour jusque là, mais c'était vraiment un détour super chouette à faire dans ce pays. On a fait un petit détour de 60 km vers la ville la plus proche parce qu'il n'y a pas beaucoup de diesel dans le coin là où on va aller.
Donc on a roulé sur la piste puis ensuite sur le macadam. Et là on en profite aussi pour reprendre du cash, refaire les courses parce que en fait à part dans les villes, il n'y a pas grand chose dans les petits villages. Surtout que là on compte vraiment s'enfoncer. On a un peu de temps où on ne sait pas trop quoi faire, donc on va juste se perdre et profiter. Et quand on parle de faire les courses, c'est ça. On s'arrête sur le bord de la route pour faire nos petites réserves. On a fait nos petites courses pour le lunch. Ça, c'était 5 kwacha. Ensuite, il y a les beignets. C'est 2 kwacha par beignet. Oh, t'as pris le meilleur maïs. Ça a l'air très bon. Ensuite, ça, on n'a encore jamais goûté. Mais c'est du mankoil. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est une petite boisson faite maison. Qu'est-ce qu'on a pris encore? Des avocats. Et voilà. On a fait les courses, on a fait le plein. Maintenant, on va reprendre une piste qui est pas conseillée, je pense. C'est juste qu'on en a marre d'aller de grande ville en grande ville. Donc là, on a juste envie de se planquer dans la brousse et de découvrir un peu par nous-mêmes. Mais le problème, c'est que la météo n'a pas l'air d'être avec nous. Ce qui est très impressionnant avec ces paysages, c'est qu'on voit vraiment des trompes d'eau tomber au loin. Mais bizarrement, on arrive toujours plus ou moins à les éviter. En un coup, on a l'impression de voyager en Asie. On traverse des rizières pleines d'eau et les paysages nous émerveillent. Dans les petites découvertes du jour en termes de mécanique, c'est très marrant parce que ce qui lâche, c'est les seules pièces qui ne sont pas Mercedes et ce sont les amortisseurs Oldman émus. Ça va être très difficile à filmer, mais là, lui là, eh ben, il y a du jeu de ouf. C'est impossible à filmer, mais ça faisait un bruit de dingue aujourd'hui sur la route. Dès qu'on prenait, enfin, on entendait clic, 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 clic. Et en fait, le caoutchouc qui maintient l'amortisseur en place, eh ben, il est en train de mourir tout doucement, ce qui est un peu craintif. Et surtout qu'en vérifiant, j'ai remarqué que les deux étaient en train de mourir. Donc ça ne nous arrange vraiment pas. Le haut vent, c'est fou, hein. On n'en a jamais vraiment besoin. Mais quand on en a besoin, c'est plus pour la pluie que le soleil. Et ça passe très bien quand c'est pour la pluie. Parce que sans lui, je sais pas ce qu'on ferait là pour l'instant. La planche à découper si jamais. On passe notre soirée en pouvant presque admirer la République démocratique du Congo sous les éclairs et sous l'orage. Je vais m'en occuper ici. Aujourd'hui, c'est pas évident. Il est 8h24 et 30 degrés et demi. On passe plusieurs jours dans l'ouest de la Zambie à se balader tout simplement sans réel objectif. C'est un endroit un peu en dehors des sentiers touristiques. Mais chaque seconde où l'on a les yeux ouverts est un dépaysement total. Hello boss. Yes, boss. How are you? Fine and you? I'm really good. You're very good. Yes. Après des centaines de kilomètres parcourus, on arrive enfin au lac Tanganyika, l'un des plus grands lacs d'Afrique et sûrement le plus profond, contenant 18% du volume d'eau douce libre dans le monde. Hier, on a trouvé un spot vraiment cool en bord de lac. Mais on va pas pouvoir passer plus de temps ici. D'ailleurs, il faut qu'on parte. On est arrivé très tard hier. Il faut qu'on parte très vite maintenant. Parce qu'il y a pas mal d'animaux et pas mal de villages. Et je pense pas qu'on soit autorisé vraiment à dormir ici. Toute la nuit, on a entendu les bateaux de pêche au loin. C'était super impressionnant. Et là, ce qui est très ralent, c'est qu'on a une destination finale qui est à 75 km. Là, genre limite, on peut la voir d'ici. Le seul problème, c'est que pour y arriver, il n'y a pas de route pour y accéder. Donc on doit faire un énorme détour, revenir complètement sur nos pas. Faire plus de 500 km de route aujourd'hui. Donc on va voir si c'est faisable. Au pire, on s'arrêtera si on n'y arrive pas. Mais ça va swinguer aujourd'hui. On démarre la voiture, on avance sur les pistes bien défoncées. On s'arrête comme d'habitude pour faire les courses. On s'occupe comme on peut en roulant.
et on arrive enfin à destination. C'est assez dingue parce que la ligne blanche qu'on voit sur les rochers, c'est là où était l'eau après la saison des pluies 2024. Et le gros problème, c'est que le niveau n'a pas baissé autant qu'avant la saison des pluies 2024. Du coup, ça veut dire que si la saison des pluies 2025 est assez forte, l'eau va monter encore plus haut. Aujourd'hui, gros planning parce qu'on va passer la frontière vers la Tanzanie. On va simplement la traverser, mais on a quand même une bonne grosse semaine pour faire une petite partie de route. Et donc je pense qu'on va pouvoir faire quelques petits détours sympas. En tout cas, on va continuer à longer le lac Tanganyika. La saison des pluies va arriver tout doucement. Ça va être intéressant. On n'a que 7-8 jours pour traverser la Tanzanie parce qu'on a nos permis qui sont à une date précise en Ouganda. Mais ça va être suffisant parce qu'on n'a que 1000 km à faire en 7 jours, donc c'est pas énorme. Oui, je te l'ai pas encore dit, mais en Ouganda, on a un planning bien précis qui nous attend et on va peut-être avoir la chance de rencontrer les gorilles et les chimpanzés dans leur habitat naturel. Mais avant ça, on arrive doucement à la frontière vers la Tanzanie. Passing the border to Tanzania. Après 2h30 à la frontière, nous sommes officiellement dans notre 4e pays, la Tanzanie. Directement après le passage de la frontière, on croise nos premières vaches Watusi. Mama les cornes. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais ce sont des vaches bien typiques de la Tanzanie avec leurs énormes cornes. On roule à côté de la route en construction, on retrouve les fameux tuk-tuk et notre premier arrêt en Tanzanie sera un garage. Depuis pas mal de jours qu'on a deux problèmes. On a les bushings des amortisseurs qui sont pourtant neufs et qui, si bien la seule pièce pas Mercedes qu'il n'y a pas sur cette voiture, qui sont en train de lâcher. Parce que en fait les amortisseurs étaient tellement performants que j'avoue que je tapais un peu fort dans les pistes et du coup ça a abîmé les bushings. Après les bushings c'est une pièce d'usure techniquement, donc là ils sont en train de démonter les amortisseurs avant que j'ai installé moi-même et ils vont voir s'ils peuvent retrouver du bushing. Le bushing c'est une petite pièce de caoutchouc qui permet de faire tampon entre deux pièces en métal et ils vont voir s'ils peuvent trouver un équivalent et le mettre sur l'amortisseur. Ce serait pas mal. Parce que si tu as les bushings qui cassent complètement, ça commence à abîmer l'amortisseur, ça abîme la voiture, c'est un peu chiant. Deuxième problème, et ça c'est vachement plus grave et beaucoup plus ennuyant. J'ai mon axe arrière qui coule. Tu as de l'huile dans le différentiel et au plus ça coule, au moins il y a de l'huile. Et si tu roules sans huile, tu niques tout le différentiel et là ta voiture elle peut plus bouger. Donc là on est dimanche, on s'est dit il vaut mieux passer toute la journée au garage, juste qu'ils regardent, voir ce qui est possible. Impossible qu'on trouve des pièces, mais des joints on peut toujours les faire nous-mêmes, enfin les faire eux-mêmes je pense. En tout cas bricoler un truc et essayer que de risquer de casser le différentiel. Je pense qu'on s'est arrêté un peu tôt parce qu'on aurait pu encore avoir la solution de remplir à chaque fois tous les jours le différentiel et être certain qu'il y ait toujours assez d'huile. Mais le problème c'est que si on se gourre une fois, c'est la merde. Donc voilà, on est au garage. Ils démontent les amortisseurs avant pour s'occuper des bushings et en même temps ils enlèvent le roulement arrière pour essayer de récupérer le joint de roulement qui est fautif. Pour enlever le roulement, il faut pas y aller de main morte, ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça. Mais ça finit par porter ses fruits. Ça, c'est la pièce fautive dans une main et dans l'autre, je prends l'amortisseur dans l'espoir de trouver les deux pièces de rechange. On part en tuk-tuk à 5 minutes de là pour rejoindre les magasins, mais on est dimanche et presque tous sont fermés. On demande à 15 magasins différents. On demande aux gens dans la rue, mais rien n'y fait, le joint de roulement est définitivement introuvable. Et pareil pour les bushings. Sauf que pour ceux-là, ils ont quand même une solution de repli. Un bushing fait maison, réalisé directement avec du caoutchouc d'un vieux pneu de camion. Sans solution pour le joint de roulement arrière, on décide quand même de remettre un nouveau joint venant d'une autre voiture qui est plus ou moins équivalent. C'est vraiment pas idéal, surtout pour une pièce aussi importante, mais on remonte tout et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Voilà, un à la fin. Après le garage d'hier, on a roulé tout simplement le long de la route et on s'est trouvé un petit endroit caché sur une colline. Depuis quand c'est
On prépare la voiture méthodiquement car on s'apprête à prendre une sacrée piste. Les bushings d'hier sont toujours en place et le nouveau joint de roulement semble faire son travail. Je vois absolument pas d'huile qui coule. Aujourd'hui, on va quitter la route principale pour essayer de découvrir la Tanzanie dans ses moindres recoins. La Tanzanie, c'est un pays super réputé, mais les parcs sont excessivement chers, donc nous, on préfère éviter tout ça. La piste que l'on prend est une route publique qui traverse un parc national, donc on n'est pas obligé de payer les centaines d'euros que normalement ils demandent pour les véhicules étrangers, et on s'est bien régalé. On traverse un parc national, et là on vient de tomber sur un endroit où il y a une centaine de crocodiles, 30 hippos, c'est incroyable, il y en a partout. Qui veut nager? Voilà. On roule toute la journée en s'enfonçant tout doucement dans la brousse et en s'éloignant de plus en plus de la civilisation. Et les paysages s'améliorent de kilomètre en kilomètre. On voulait se poser assez tôt aujourd'hui, mais au plus on avance, soit on traverse des villages, soit on traverse des cultures ou des endroits impénétrables. Se garer juste au bord de la route est une option, mais c'est pas l'idéal. Alors en fin de journée, après avoir cherché un endroit où dormir pendant plus de 2 heures, on essaye d'être un petit peu créatif. À quelques mètres de la route principale se trouve une ancienne carrière. En tout cas, j'imagine que c'est un endroit où ils prélevaient la terre pour l'étaler sur la route. Le seul truc, c'est que le seul endroit un petit peu sympa est difficilement accessible. Alors on dirait pas en vidéo, mais c'était quand même assez raide. J'ai quand même trouvé une meilleure trajectoire là-bas. Le problème, c'était le fond de la voiture qui touche, le ventre de la voiture qui touche. On s'est trouvé un petit endroit au bord de la route. Il y a l'orage qui passe juste au-dessus, juste à côté de nous. Dommage, ça aurait été pas mal qu'il passe juste au-dessus de nous, comme ça on aurait pu prendre une douche, parce qu'on n'a plus beaucoup d'eau. C'est pas le plus beau spot, je te l'accorde, mais il y a énormément de monde sur cette route, énormément de villages. Donc c'est difficile de ne pas se mettre dans une terre agricole. Et on sait que quand on est dans des anciennes carrières comme ça, bah ça appartient entre guillemets à l'État ou à personne, on ne sait pas. Mais c'est généralement l'endroit le plus cool, pas le plus cool, mais le plus respectueux pour se mettre au bord de la route. On s'est mis là, sur le bord, et on va profiter de notre petite soirée. Frites coupées à la main, cuites au feu. La première tournée était plus sexy, mais on a tout mangé. Hier, pendant qu'on était occupé à cuisiner, Mr Deo, notre voisin, est venu nous dire bonjour et après une longue discussion, il nous a invités à venir le lendemain visiter sa maison. Welcome home. Nice! Yeah, yeah. Wow! Wow. De bon matin, il nous attendait et on a pu faire un petit tour de sa propriété. Come from Kabora. Ok. Yeah, So water come from Kabora. yeah. Il nous explique que l'eau vient du village le plus proche, à 30 minutes de route, et qu'il doit l'apporter par moto. On découvre sa maison, et il nous présente sa femme. From the whole town. My house. The view. Yeah, yeah, yeah. Alone. Alone. Be alone. On a un peu du mal à se comprendre, mais de ce que j'ai compris, c'est que Mr Deo, il possède quand même 89 hectares à la ronde. Il cultive la terre, il a des vaches, et c'est son job à plein temps. 89 acres. Down liver. And this is chicken. Chicken, And goat. goat. Et c'est solide, hein? Il a des poules, des chèvres, des vaches. Bref, Mr Deo, il a l'air d'avoir pas mal de gens qui travaillent pour lui dans les champs. Et c'était un réel plaisir de parler avec lui et de découvrir un petit peu sa vie. 4, 5, 6. 6. 6 small. 6 small.
For 7, 8, 9, 10 okay. job. Après une petite visite de 30 minutes, Mister Deo, il avait d'autres trucs à faire. Il est parti dans un sens et nous dans l'autre. Au plus on avance sur cette piste, au plus on se rend compte qu'elle n'est pas très fréquentée. Surtout parce qu'on arrive dans la saison des pluies et qu'à mon avis, d'un jour à l'autre, la piste peut être complètement impraticable. Cette piste, elle est intéressante parce qu'elle sort complètement des sentiers battus. On espère rejoindre le lac Tanganyika, mais entre-temps, on passe à travers les montagnes de la Tanzanie et c'est splendide. Honnêtement, on aurait pu rester quelques jours de plus dans cette piste. Mais avec le manque d'endroits où dormir, c'est vrai qu'on se dit que le lac Tanganyika est un peu notre seule option. On s'est trouvé à un endroit au bord du lac Tanganyika, le retour. Il fait plus de 30 degrés, le soleil tape super fort, il est 1h30 de l'après-midi. C'est étouffant, mais par contre on est vraiment bien. Parce qu'en fait, au bord de ce lac, il y a beaucoup de villages, beaucoup de population, forcément, vu qu'il y a plein d'eau. Et c'est difficile de trouver des endroits où on peut se poser, profiter sans trop déranger. La tempête arrive! La tempête arrive! Alors, on est bien installé au bord du lac. Le coucher de soleil va être très timide. J'ai envie de te montrer ça. Ça, on a hésité à le prendre et Dieu merci qu'on l'ait pris. C'est un lifesaver. Et le but, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça te sauve la vie. C'est-à-dire que tu prends de l'eau du lac, bêtement, en remplissant ce jerrycan. Au départ, on buvait de l'eau de source en bouteille, etc. Mais impossible d'en trouver et en fait extrêmement chiant et pas pratique. Le gros défaut, c'est que le filtre enlève pas mal de minéraux à l'eau. Donc parfois, tu as l'impression de boire, mais de ne pas boire. C'est-à-dire que ça ne t'hydrate absolument pas. Et c'est pour ça qu'au départ, on était parti sur de l'eau en bouteille. Sauf que c'est physiquement impossible de faire ça dans cette partie de notre voyage. Du coup, là, on remplit. Et même s'il y a des crasses qui vont dedans, c'est pas grave. Même si c'est pas très rassurant. Et voilà, qui est bon. C'est possible que je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais en fait, d'un côté, tu as un petit filtre à charbon, là, ici. Avec un énorme filtre. Un filtre. Voilà, je n'avais pas d'autre chose à dire. Hop. Et pour que l'eau circule dans le filtre, de ce côté-là, il y a une petite pompe qui met tout le réservoir sous pression. Et là, tu as de l'eau potable. Pour nettoyer les riz, par exemple. Et ça part dans la machinerie. Hier, on a eu une petite frayeur parce qu'on était tout doucement en train de se préparer pour aller au lit. On se brossait les dents et en un coup, on entend de l'eau qui bouge vraiment fort. Et puis un énorme bruit d'hippopotame. Il était juste là derrière. Tu vois les plantes juste là? Eh ben, il était là. Et il avait pas l'air d'être très heureux qu'on soit là. Surtout qu'hier, on s'est baigné tranquillement. J'ai quand même jeté des cailloux pour être certain qu'il n'y ait pas d'animaux dans l'eau. Plus vers là-bas. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit tranquillement installé un peu plus loin. Parce que là-bas, il y a beaucoup plus d'herbes et de plantations. Ce qui est intéressant pour eux, je pense. Mais c'était impressionnant parce que c'est le premier animal qu'on voit dans le lac Tanganyika et on s'y attendait vraiment pas. Ah non, ça faisait longtemps ça. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour nous sauver. Le petit relais à l'avant parce que la batterie à l'arrière.
Ce matin, on se réveille et on a 2 crevaisons lentes. Une fois que tout est regonflé, on se remet en route en longeant le lac Tanganyika et en laissant place au camion. À cause de la montée des eaux du lac, on peut remarquer que les routes ont dû être relevées. Et c'est impressionnant de croiser tous ces terrains qui sont complètement inondés. Welcome. 500. Nous sommes arrivés à une grosse rivière impassable. Heureusement, il y a un petit ferry. Ça va nous coûter 3 € pour passer. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal organisé. La traversée de cette rivière signe un peu l'arrêt de la piste en Tanzanie. On aurait aimé passer plus de temps dans ce pays, mais comme je l'ai déjà dit, les prix des parcs nationaux avec une plaque européenne, c'est vraiment excessif. En plus, entre-temps, on a rencontré quelqu'un qui nous prépare un itinéraire du tonnerre pour l'Ouganda, et j'avoue qu'on a hâte d'y arriver. Tropical storm! Voilà, on n'avait pas de supermarché depuis bien longtemps. Impossible de trouver des pâtes, des nouilles, de l'anti-moustique, etc. Et là, on a tout dévalisé. On en a trouvé un. Du lait de coco. Aïe, 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 du thon en boîte. Ah, incroyable. Du lait d'avoine. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Autant en Zambie, ah oui, et on s'est même acheté des petites crasses. Autant en Zambie, on croisait encore pas mal de gros supermarchés. Autant en Tanzanie, là où on est, on croise vraiment rien. On adore manger local. Mais pour l'instant, on peut acheter en termes de légumes, concombres, tomates, oignons et c'est tout. Et c'est même difficile de trouver des pâtes, du riz, forcément. On est dans une zone de la Tanzanie qui longe le Burundi et le Rwanda. Et c'est une zone pas spécialement réputée pour être extrêmement sécuritaire. Et comme pour la première fois depuis le début du voyage, on a un timing à respecter pour potentiellement observer les gorilles dans leur état sauvage en Ouganda, honnêtement, on traîne pas trop. On a passé les 100 000 avec comme spectateurs des big ones. Salut toi. Putain, quel regard hein. On est à 20 km de la frontière de l'Ouganda. J'avoue que ça a été un peu long aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'était pas spécialement une zone où il fallait qu'on se balade dans les pistes et qu'on s'arrête pour dormir. Et la deuxième, c'est que notre permis pour les gorilles est dans 6 jours, 7 jours. Et on n'a pas encore de visa pour l'Ouganda. Et l'Ouganda, il faut absolument qu'on voit à la frontière le plus rapidement possible. C'est possible d'avoir un visa directement sur la frontière terrestre, qui est normalement possible après quelques négociations. Si c'est vraiment pas possible, on a toujours assez de temps pour le demander en ligne et arriver à temps pour les gorilles. Mais au moins après, on n'aura plus beaucoup de kilomètres à faire, donc ça va être tranquille. Avant de commencer cet avant-dernier gros chapitre, il faut savoir que l'Ouganda, c'est un pays qu'on ne comptait pas spécialement découvrir. C'était un pays qui nous intéressait fortement dû à sa proximité avec la RDC, avec un climat un peu identique, des paysages verts, plein de collines, énormément de vie et surtout la possibilité de pouvoir observer les gorilles et les chimpanzés dans leur état naturel. Ce qui a déterminé notre choix, c'est la rencontre de Brigitte. Brigitte, dans sa tête et dans son cœur, elle est mi-belge, mi-ougandaise. Elle a un amour fou pour ce pays et elle a réussi à nous le transmettre. Brigitte, elle a une agence de voyage qui s'appelle Africadic. Via cette agence de voyage, elle nous a concocté un itinéraire aux petits oignons qui inclut la découverte des chimpanzés et des gorilles. Autant te dire que l'Ouganda était un pays qui nous faisait de l'œil, mais maintenant qu'on a rencontré Brigitte, c'est une évidence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait que traverser rapidement la Tanzanie. Au départ, on comptait la traversée d'ouest en est pour rejoindre la côte, mais après avoir échangé plusieurs fois avec Brigitte, il n'en a pas fallu beaucoup pour nous convaincre de changer notre route. À peine arrivé, on n'est pas déçu parce qu'on traverse les collines et les plantations de thé, chose qu'on n'avait pas encore vue depuis le début du voyage. D'ailleurs, voilà où nous sommes. On s'est trouvé un petit endroit au bord de l'eau. Et la voiture est en train de se faire nettoyer, chose qui n'est plus arrivée depuis la Namibie. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est une région où il y a beaucoup de volcans et beaucoup de montagnes. Donc là, on est en fait dans 2 cratères.
On est au bord de 2 cratères. Il y en a un à gauche et un à droite, je pense. Pour cette douce arrivée en Ouganda, on s'est pris un petit campground de base. Sauf que quand on arrivait, il pleuvait super fort. Donc on a décidé de se prendre une petite chambre. Et ça nous coûte exactement le même prix. Et au moins, on est en face de l'eau. Donc on va profiter. C'est la première fois qu'on voyage dans un pays africain où il fait humide, où il y a de la pluie, où tout est vert. Il y a plein d'insectes, il y a plein d'animaux partout. Et sincèrement, je trouve que c'est un régal après avoir passé autant de temps dans du climat très sec. Ça fait du bien. Dès qu'il fait humide, dès qu'il pleut, eh ben, la vitre ne peut plus descendre ou remonter, la vitre passager. C'est quand même assez ennuyant, surtout que là on est resté bloqué avec une énorme pluie et la vitre ouverte. Donc je vais tout démonter. Je vais démonter la porte parce qu'il y a cette connectique qui prend l'eau. Il y a de l'eau qui doit couler quand il pleut par là. Et du coup, ça vient mouiller cette connectique et ça nous empêche d'ouvrir ou de fermer la fenêtre. Et là, j'ai remis un peu de tape isolant et j'espère que ça va suffire. Hop là. À mon avis, elle était juste déclipsée à cause des vibrations de l'humidité rentrée dedans. Puis ça fonctionnait plus. En Ouganda, on va changer un petit peu notre manière de voyager. C'est un pays extrêmement peuplé, ce qui rend déjà le bivouac un petit peu difficile, et la majorité des points d'intérêt se trouvent le long de la frontière de la RDC, et on va dire que c'est pas vraiment là que tu as envie de traîner tout seul en bivouac dans la nature. Là où on dort, le propriétaire s'appelle Dave, et il connaît son jardin sur le bout des doigts. Il a planté tout lui-même et il est fascinant à écouter. Là, on lui a demandé si on pouvait l'enregistrer. Il a accepté. Il va nous faire un petit tour de son petit coin de paradis. Et au moins, on va en apprendre un petit peu plus. Il a passé plus d'1 heure à nous expliquer chaque plante de son jardin. Et c'était fascinant de voir qu'ici, on peut littéralement faire tout pousser. When you don't have sleep, this is the best of painkiller. People have heart problem. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, pour ceux qui ont mal à la tête, pour ceux qui ont des problèmes de cœur, son jardin c'est un grand potager et une grande pharmacie. We have never done any fertilizer and whatever. It's just compost manure from the peels of the potatoes we throw there. When it is managed well, we get real fertilizer and we can grow our what? Yeah, so the broccoli, my lettuce here, cherry tomatoes, I want them everywhere. Then our garlic chive. We have onion chive, garlic chive, basil, this sweet basil. Bon, Dave, j'aurais pu le laisser parler pendant une vidéo complète tellement qu'il avait de choses à nous raconter. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ouganda a l'un des climats les plus propices pour l'agriculture, ce qui fait que son petit camping est autosuffisant en fruits et légumes. Ça, c'est la chambre dans laquelle on a dormi en plein milieu de sa forêt comestible. Et après 2 nuits passées chez lui bien tranquillement, on reprend la route. Ici, ils ont de la nourriture incroyable dans la rue. Des chapatis. Je viens d'en acheter 5, c'est un peu trop, mais ça a coûté 2,50 €. Une fois ravitaillé, on revient sur nos pas, car on a fait un petit détour pour arriver jusqu'au camping de David. Et là, on prend la route dans la région du lac Bunyoni, qui est une région haute en altitude et très vallonnée. Niveau piste, là on se régale. On n'utilise pas du tout la route principale parce qu'en Ouganda, les routes sont principalement en bon état. Donc on se perd sur les pistes et dans les montagnes à passer de village en village. On découvre d'énormes zones où les arbres sont coupés et chaque planche que tu vois est découpée à la main. Et après plusieurs dizaines de kilomètres à travers les montagnes, on peut enfin observer au loin notre destination, le lac Mutanda. Bienvenue au lac Mutanda, c'est un petit joyau. Il y a un volcan juste en face du restaurant qui fait que la vue est vraiment splendide. Je sais pas il a combien de mètres d'altitude, on voit les nuages caresser le sommet et c'est vraiment un très beau spectacle. Et ben l'Ouganda pour l'instant c'est un 10 sur 10. En fait c'est marrant parce que c'est tellement différent des pays qu'on a déjà traversés par la météo. Le fait qu'il y ait des nuages, bah ça paraît peut-être moins excitant, mais en fait c'est
tellement plus chouette parce que la température varie entre 20 et 25 degrés. Si je mets un petit pull, c'est parce qu'il n'y avait pas de soleil et qu'on n'est plus habitué à avoir des températures en dessous de 25 degrés. Mais c'est vraiment un pays qui est extrêmement connu parce que c'est un paysage vraiment intouché, entre guillemets, et les petites îles qu'il y a au milieu sont splendides. Bref, on s'est pris un petit lodge qui est vraiment bien caché dans le paysage. On est dans des petites cabanes en bois et là sincèrement on profite à 100%. Et pour être certain que Dave nous ait pas menti sur le fait que l'Ouganda est bien les sols les plus fertiles du continent africain, on n'a pas pu s'empêcher d'aller voir le potager du lodge dans lequel on se trouve. That's where you pick up all the veggies. Yeah, this is the green pepper we are planting. Ça, c'est les petits jardins du bonheur. Des épinards. Avocado tree, j'imagine juste là. De l'ail des ours. Green pepper, beaucoup de salade. Des tomates. Pouah. Le rêve. On va devoir quitter ce petit coin de paradis. Ça nous a fait du bien. Et c'est vraiment un endroit qu'on recommande. Quand on dort plus dans la voiture et qu'on range pas tous les jours les affaires à l'arrière, ça devient vraiment le bordel. Thank you. Bye bye. Pour avoir la chance d'observer les gorilles en Ouganda, il y a deux endroits. Dans le parc de Mgainga, l'endroit le moins connu, ou dans la forêt impénétrable du Biwindi, qui est un endroit bien plus réputé. Nous, on est juste à côté, prêts à aller les voir, mais le problème, c'est que les permis, on les a pas encore. Et comme c'est une région en altitude et donc un petit peu froide, on décide de déjà prendre la route du parc national Reine-Elisabeth afin de nous laisser le temps pour que les permis pour observer les gorilles arrivent et qu'on puisse profiter du voyage en attendant. Tu verras que le choix n'a pas été très stratégique, mais ça, tu le comprendras plus tard. Ça, c'est bien mérité. Hein. Je peux goûter la tienne? Elle est délicieuse. Moi aussi, c'est une vraie. Et puis... Bière spécialité ougandaise, Tchik-Tchak, inspirée par la Belgique. Aujourd'hui, c'est une grande journée. On se retrouve à côté du parc Reine-Elisabeth. Et il y a un secteur qui est juste à côté de là où on se trouve, c'est le secteur d'Ishacha, qui est connu pour avoir beaucoup de lions qui traînent dans les arbres. On espère qu'on va en voir aujourd'hui. Il paraît que c'est un très très beau parc. Il est 7h du mat, il est temps d'y aller. Le parc Reine-Elisabeth, c'est l'un des parcs les plus réputés en Ouganda. C'est le premier parc national que l'on va visiter alors que les paysages sont complètement verts. Et sincèrement, on a eu l'impression de directement arriver dans le monde de Narnia. Là, on découvre le secteur d'Ishacha. C'est un endroit réputé pour ses lions qui grimpent aux arbres. On espère évidemment en croiser, mais quand on voit toutes les bêtes qui nous entourent, on est déjà bien content de ce que l'on voit. Dans cette partie du parc, on longe tout doucement la frontière du Congo. Et vu qu'on est en saison des pluies, les pistes secondaires et tertiaires ne sont pas beaucoup pratiquées. Car je pense que les guides avec leurs gros Land Cruiser ne prennent pas le risque de les prendre. Le seul truc qui me chipote depuis le début de la journée, c'est que depuis qu'on est arrivé dans le parc, j'ai un témoin sur mon compteur qui m'indique que le voltage de ma batterie est bas. Je me doute que mon alternateur, la pièce qui recharge la batterie dans le moteur, ne doit pas être en forme, mais je me dis que ça va aller et que quoi qu'il arrive, on arrivera à se débrouiller. Et voilà, pour la première fois depuis le début du voyage, la voiture nous lâche. C'est un truc que je sentais depuis ce matin, mais j'étais pas certain que ça allait vraiment lâcher. Et j'ai fait l'erreur de pousser un petit peu. L'alternateur nous a lâché, je sais pas si c'est un câble qui s'est déconnecté ou l'alternateur tout court. Mais en tout cas, la batterie est morte de chez morte, il n'y a plus un gramme d'électricité dedans. On a réussi à faire 300 derniers mètres en mettant le booster, en roulant le capot ouvert. Mais là, on est bloqué.
Les arbres à lions sont juste là, et voilà. Heureusement, on a appelé le lodge qui est pas loin, qui va pouvoir nous envoyer un 4x4 pour nous tirer. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'on puisse sortir de là et aller au lodge pour vérifier ce qui est en train de se passer. Ça paraît facile comme ça en vidéo, mais on est quand même resté plus d'une heure et demie bloqué au milieu du parc, sans avoir un réseau convenable et sans réellement savoir si on allait vraiment venir nous dépanner ou pas. Oh, it's dead. Dead. On a essayé de redémarrer la voiture avec les câbles, mais avec un alternateur complètement mort, la batterie ne voulait plus rien savoir et surtout, ça sert strictement à rien car le moteur ne produisant plus d'électricité, cette opération était vouée à l'échec. Nous sommes officiellement arrivés au lodge. C'est une bêtise, c'est sûr, mais on va trouver la solution, je l'espère. Bon, en vrai, on n'a pas besoin de grand chose comme affaire. Ouais. On prend plus. L'eau, on va prendre les câbles, tiens. Le problème, c'est qu'entre-temps, nos permis pour les gorilles ont été validés. Donc aujourd'hui, on était censé revenir sur nos pas pour retourner vers la frontière du Rwanda et pouvoir faire cette expérience hors du commun. Mais là, le problème, c'est qu'on a une voiture qui ne veut plus maintenir le ralenti alors qu'on a trouvé le fautif. Ça, c'est un câble qui avait déjà pris cher en Grèce. Là-bas, j'avais remarqué qu'un câble de masse était mal branché, ce qui fait que ce petit câble n'arrêtait pas de surchauffer. La voiture n'arrive pas à maintenir son ralenti alors que le câble est changé, ça veut dire que l'alternateur est complètement cramé. On n'arrivera pas à réparer la voiture aujourd'hui alors que nos permis pour les gorilles c'est demain matin, donc on doit absolument activer le plan B. Et voilà, nous sommes en route avec le bon vieux Land Cruiser. Il n'y a que ça de vrai ici au final. On rebrousse chemin pour reprendre la route vers la frontière du Rwanda. Il est déjà tard dans l'après-midi et on a plus de 5 heures de route à effectuer, donc c'est sûr, on va rouler de nuit. C'est pas optimal, mais c'est sans doute la meilleure expérience animalière que l'on va avoir de tout notre voyage. Alors on se concentre et on fait en sorte d'arriver à destination. On est après 4h30 de route, c'était vraiment sportif. Surtout qu'en fait, quand tu quittes la dernière ville, il y a 14 km pour arriver jusqu'à la gate du parc. Il y a 2 gates du parc. Ça prend 1 heure pour faire 14 km tellement que la route est défoncée. Le seul truc, c'est qu'on avait le choix entre 2 gates. On a fait un choix basé sur les commentaires iOverlander qui disaient départ pour le trekking des gorilles, etc. Et il s'avère que les gorilles ne sont pas ici, ils sont à l'autre gate. Ça veut dire que demain, on doit redescendre les 14 km de route de l'enfer pour remonter les 14 autres kilomètres de l'enfer pour atteindre la bonne gate. Rien de très grave, c'est juste qu'on manque un petit peu de sommeil. Allez, c'est parti pour l'expérience de folie. Il est 8h30, on vient de commencer le trek. On est 8 touristes, c'est le maximum par famille. Ici dans ce parc, il y a une famille de 9 individus. Il y a pas mal de règles de sécurité. Il y a un ranger derrière moi qui est armé. On doit porter des masques pour pas donner des maladies. Il y a un ranger devant qui est armé aussi. On a un guide. C'est costaud. Et on ne sait pas pour combien de temps on part dans la forêt. Ça peut être 45 minutes de marche comme 4 heures de marche. Apparemment les gorilles aiment bien aller en altitude pour se protéger et être tranquille. Après, comme les rangers ont sûrement été hier les visiter, à mon avis ils savent plus ou moins où ils sont. Donc on a hâte parce que c'est vraiment une expérience hors du commun et que tu peux que faire ici au final. Oui, parce que je te l'ai peut-être pas expliqué, mais c'est la seule région au monde où on peut observer des gorilles dans leur habitat naturel. Les gorilles se baladent entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, et la délivrance de permis est très réglementée. Nous, on a choisi de venir dans le parc du Mgainga parce que c'est une expérience un petit peu plus exclusive. Dans ce parc, il y a uniquement une famille de 9 individus, ce qui fait qu'il y a uniquement 8 touristes par jour qui peuvent venir les voir. Dans la zone du Bwindi, c'est une autre histoire. Il y a plusieurs familles, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes. Je pense pas que ça change vraiment quelque chose à l'expérience, mais de manière générale, on s'est dit que ça serait plus sympa de le faire dans un endroit avec plus de dénivelé qu'autre part. En fait, il y a des trackers qui partent le matin à 5h du mat chercher la petite famille de gorilles pour savoir où elle va.
parce qu'il bouge énormément. Et le territoire dans lequel on est, je peux dire qu'il est gigantesque. Donc, en gros, le ranger devant, il a son petit téléphone, ce qui lui permet de communiquer avec les trackers qui savent où les gorilles sont. Nous, on vient d'avoir l'information que la famille est vraiment pas très proche et qu'elle se déplace assez rapidement. Apparemment, elle est en train de descendre. Donc soit on les intercepte en chemin, soit on va déjà là où ils ont l'habitude d'aller. Mais ça va être une longue journée parce que c'est un tour qui peut durer de 3 heures à 7 heures par jour. C'est pour ça qu'il faut prendre de l'eau, de la nourriture et tout ce qu'il faut pour pouvoir marcher autant de temps. On a changé de direction. On commence à les entendre de loin. Je suis pas sûr que ce soit les gorilles. On n'a pas entendu ce que le guide disait. Ça fait 1h30 qu'on marche. La température est dingue parce qu'il fait pas humide. Il pleut pas. Il fait pas chaud. Il fait vraiment juste bon. Il doit faire 20 degrés. On commence tout doucement à s'intensifier. On a quitté le chemin principal. On entend les trackers qui sont pas loin, qui font des petits signes pour qu'on puisse les trouver. Et à mon avis, la famille est pas loin. On a retrouvé les trackers et littéralement 30 secondes plus tard, on a reçu l'ordre de mettre nos masques et ils étaient là. À partir du moment où on observe le premier gorille, on a 1 heure à partager avec eux. Ces gorilles sont sauvages, mais ça fait 30 ans qu'ils sont habitués à la présence de l'homme. Et je peux te dire que c'est sans doute ça le plus important. Pendant 1 heure, on les observe et on a l'impression d'être invisible. Faut savoir qu'un gorille, c'est plus ou moins 8 fois plus puissant qu'un homme. Ça peut porter 800 kg à lui tout seul, et on a beau se mettre à des bonnes distances d'eux, c'est difficile de prévoir où ils vont aller, et quand tu es dans leur chemin, ils n'hésitent pas à te le faire savoir. Bon là c'était quand même assez impressionnant parce que sans le vouloir on s'est retrouvé avec toute la grosse famille autour de nous. Un dos argenté qui fait pipi pour bien montrer qu'on est chez lui et puis ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. On a 1 heure avec eux et l'heure est passée tellement rapidement. C'était la meilleure expérience animalière qu'on ait jamais eue. C'était impressionnant d'être à côté d'eux et de voir à quel point ils ont un comportement humain, qui rigolent, qui s'énervent, qui font des câlins, qui jouent. C'était juste bluffant. Et j'ai demandé, et ici en fait ils n'ont pas de prédateurs à part les humains, mais plus personne qui les chasse et qui les braconne. Donc ils peuvent vivre tranquillement. On rebrousse chemin et 1 heure plus tard, on retourne au point de départ. On récupère le Land Cruiser pour reprendre la direction de l'endroit de là où on avait déposé le Classe G. Et normalement, grâce à notre ange gardien de l'Ouganda, la voiture devrait être réparée. Il y a un alternateur qui a été envoyé durant la nuit de la capitale jusqu'à l'endroit où elle est garée et le garagiste est à l'instant occupé de changer l'alternateur. Yes. C'est incroyable de dire que pendant qu'on a été voir des gorilles, en même temps, ils ont réussi à réparer la voiture. Il a fallu remplacer l'alternateur parce que le câble que j'ai filmé hier avait lâché. Ça a fait tout surcharger. Et ça a fait cramer l'alternateur. Ce qui est bête, c'est que c'était un câble que je savais qui était abîmé depuis qu'on est parti en Belgique et depuis que j'ai récupéré la voiture. Je l'ai jamais changé. Mais voilà, quand tu pars dans un grand voyage, il faut vraiment remplacer tout ce qui te semble un peu de travers. On va être content de retrouver cette petite machine avec des amortisseurs vraiment confortables. Mais c'était un régal de pouvoir rouler avec mon ancienne voiture sur les pistes africaines. Chose que j'ai toujours rêvé de faire et que je n'ai au final jamais fait. Aujourd'hui, on change de secteur. On se dirige vers le centre du parc national Reine-Elisabeth, qui est un endroit où on aura accès à encore plus de pistes pour s'enfoncer dans la brousse et essayer d'observer le plus d'animaux possible. Sur la route, on en croise déjà quelques-uns et d'ailleurs, il faut toujours rester attentif car sur le coin de la route, parfois, il y a des éléphants qui font barrage. Donc là, c'est on dort là. Et voilà. Ouais. Après avoir passé une bonne nuit avec des éléphants juste à côté de notre chambre, on prévoit d'explorer l'autre secteur du parc national Reine-Elisabeth et vu la météo, ça s'annonce bien costaud. Où ça?
est rentré dans le parc et il y a une pluie mais torrentielle. Et la dame de la gate m'a dit qu'elle se souvenait plus de quand c'était arrivé pour la dernière fois, donc ça doit vraiment pas arriver très souvent. Et je pense que c'est même pas très normal que ça arrive ici. Ça va pas être simple pour voir des animaux, mais c'était une sacrée expérience, parce que c'est la première fois qu'on est vraiment sous un orage et une pluie diluvienne comme ça. Comme d'habitude, la pluie, elle ne dure pas très longtemps. Mais cette fois-ci, elle était suffisamment dense que pour complètement détremper les pistes. On se lance dans une exploration du parc en quittant la piste principale et en suivant sûrement des pistes qui sont utilisées en saison sèche. C'est pas le plus facile, mais par contre c'est vachement chouette. Je prends beaucoup de plaisir au volant, on découvre pas mal de paysages et en plus, on est comme d'habitude vraiment seul. Après, il faut faire attention parce que dans la brousse, les animaux se cachent facilement et il faut pas les surprendre ni se faire surprendre. You need a tow? You need a tow? We have a towing rope. Sur le bord de la route, on croise ce camion avec des ouvriers dedans qui s'apprêtaient à aller couper du bois. Ça fait 40 minutes qu'ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à aller là où ils veulent. Je me propose pour les aider et c'est là qu'on remercie toutes les sangles que j'ai achetées au Cap avant de partir. Le bois qu'ils veulent aller chercher se trouve en dehors de la route et ils n'arrivent pas à sortir de la route principale. Moi j'essaye de les tirer une première fois, mais je me rends compte que la sangle fait que j'arrive pile poil à l'endroit où j'ai un croisement de pont et où je perds presque toute traction. Pour le deuxième essai, on accroche 2 sangles l'une à la suite de l'autre, histoire que je puisse tirer en étant sur une surface plane. Après cette petite mission, on reprend la route et cette fois-ci, la chance nous sourit. On est juste devant 2 lionnes avec un petit lionceau et là on est bien content d'avoir le taux ouvrant parce que le spectacle est splendide, on est tout seul, il n'y a personne, tout le monde est parti, probablement parce que le parc ferme bientôt. Mais là c'est un beau spectacle. On vient de probablement avoir une des meilleures expériences avec des petits lions. On a déjà eu au début du voyage, mais là c'était assez exceptionnel parce qu'ils ont beaucoup bougé. Et on a eu 20 minutes où on était vraiment tout seul. J'adore. Ce matin, j'ai remarqué qu'on avait perdu genre 1, 2, 3, 4 boulons qui tenaient la plaque de protection qui est vraiment très importante parce qu'ici il y a, je pense, le refroidisseur d'huile et donc si on tape, bah, c'est vraiment pas bon du tout. Je pense que c'est une pièce qui a dû être démontée pour accéder à l'alternateur et du coup bah c'est bizarre quand même d'en avoir perdu 4 sur les 5, il n'y en avait plus qu'un qui tenait. Là on est en train de négocier pour en trouver des autres, on n'a pas les bonnes tailles mais on va bricoler un truc qui normalement devrait tenir. On a fouillé dans le magasin de quincaillerie du coin et on a trouvé quelques écrous à bonne taille. Certains ont dû être recoupés. Et voilà, allez, 20 minutes plus tard, elle est en place et bien nécessaire. On aura passé plus de 3 jours à explorer ce parc national et aujourd'hui on reprend la route et pour la première fois depuis le début du voyage, on traverse l'équateur. Et d'ailleurs, si on tourne à gauche à ce moment-là, on n'a que quelques kilomètres à faire pour rejoindre la République démocratique du Congo. Mais c'est pas l'objectif, alors on continue. Sur notre gauche, on a le début de la chaîne de montagnes Rwenzori. C'est le point culminant de l'Ouganda à plus de 5000 mètres d'altitude. On est arrivé dans un lodge, et pas n'importe lequel. Un lodge en plein milieu de la nature, qui est collé à un village, et beaucoup d'habitants de ce village travaillent en collaboration avec les activités du lodge. Ici, c'est un endroit où ils sont autosuffisants en nourriture. Ils font tout pousser.
pour le lodge, mais aussi pour les personnes du village. Carottes, salades, tomates, n'importe quel légume, mais surtout du cacao, de la papaye et sans doute le plus rentable, la vanille. So we construct this way, in this way such that we collect the poo for organic manure and the urine as well. Wow. That's why we constructed like this. Okay. These are the trenches for the urine and the poop as well. Okay. For the poop we can sweep. We can sweep, then for the urine it takes itself down. We have a pipe and a deep tank. Cette fois-ci, ils ne s'occupent pas uniquement des légumes et des fruits, mais bien des animaux. Et en plus de ça, ils produisent leur propre gin. This one you can just eat it. Pour faire le gin de banane, ils les récoltent à la main et ensuite, ils les pressent avec des feuilles de citronnelle. So after coiling, you know the vapor is the one coming this side. Just the vapor. It goes through the pipe and it is condensed. Then it comes as a gin. What we get is 40% alcohol. C'est une expérience vachement impressionnante parce qu'on n'aurait jamais pensé sortir autant de jus des bananes. Avec une feuille de bananier et les feuilles de citronnelle, ils créent un filtre et un entonnoir pour nous faire goûter ce jus extrêmement bon. On a goûté le gin à 40 et à 70% et je peux te dire que ça attaquait bien. Je le sens même pas en fait. Plus haut dans le village, on a fait une visite de toutes les cultures, de riz et principalement de patates douces. Yes. They are the ones we put them down. Okay. They develop some roots, and the roots eventually becomes sweet potatoes. Yeah. So we harvest the roots. You see? Yeah. On a assisté à la récolte d'haricots rouges. Et ensuite, on a tenté de cuisiner et de découvrir la cuisine ougandaise. La feuille de bananier est au centre de la cuisine, la patate douce aussi, et il ne faut forcément pas oublier le manioc. On pile des cacahuètes pour en faire une sauce, et on salive déjà rien qu'à imaginer le festin qu'on va se faire. On est dans leur four, dans leur cuisine, je sais pas comment ils l'appellent, mais c'est là où il y a 3-4 feux, et ils cuisent tout à la vapeur. Il y a beaucoup de fumée, mais c'est incroyable parce qu'ils travaillent avec les feuilles de bananier. Enfin, il y a tout qui cuit, c'est incroyable. So we always, we sometimes mix. Perfect. On vient de quitter le petit village. Ce qui est marrant, c'est que on a fait le dîner avec la femme du guide et puis on était avec toute sa famille dans sa maison. C'était vraiment une très chouette expérience. On a bien mangé. C'était délicieux. Il y avait énormément. Et c'était vraiment une des meilleures nourritures qu'on ait mangé depuis le début qu'on soit arrivé en Ouganda parce que c'était super bien fait. Plein d'épices, plein de saveurs. On est trop contents. Et en rentrant, on passe par la dernière étape de la journée, observer comment ils produisent leur propre café. La principale exportation en Ouganda, c'est le café. Donc autant dire qu'ils savent comment ça fonctionne. Yeah, but there is flowers to get these ones. Okay. Then from this one they turn to red. From red we sun dry and they turn to this dark brown. Okay. Then from this one we pond and make these two seeds from this bean. Then these ones, they are the ones we roast. Mhm. Yeah, after roasting, we again pound. We keep for our consumption Okay. and guest experience. Then the rest we sell. Aujourd'hui, c'est une journée très importante parce qu'on a la chance d'avoir des permis pour aller traquer les chimpanzés. C'est pas anodin parce qu'ils sont considérés comme étant plus intelligents que les gorilles. Ils partagent plus d'ADN avec nous que les gorilles. Et donc apparemment c'est vraiment très prenant de les voir dans leur environnement naturel. On a 1 heure de route pour arriver à cette expérience. On laisse la voiture en plein milieu de la forêt. Et comme avec les gorilles, on s'enfonce tout doucement dans cette végétation presque impénétrable. 2 guides armés sont avec nous, quelques personnes en plus. Et les armes sont juste là pour dissuader les éléphants qui seraient un petit peu trop curieux.
Il ne nous faut même pas 1 heure pour trouver la première trace de chimpanzé. On commence à les entendre au loin et bien plus vite que prévu, on fait notre première rencontre. Les chimpanzés sont peut-être moins impressionnants en termes de taille par rapport aux gorilles, mais en termes de comportement, c'est complètement différent. Ils partagent avec les humains 98,7% de l'ADN, ce qui en fait nos plus proches cousins. Ils vivent en communauté de plusieurs dizaines d'individus et ont des relations sociales bien mouvementées. Ici, on observe un mâle qui s'est battu avec un de ses confrères, d'où son oreille coupée en 2. Il communique avec des grands gestes et des cris, et c'est un des rares animaux à utiliser des outils pour s'aider dans la vie quotidienne. Ils cassent des noix avec des pierres, ils utilisent des brindilles pour manger les termites. Bref, on passe 1 heure à les observer et on en sort complètement bouche bée. On retourne à la voiture et on perd pas 1 minute pour reprendre la route. Parce que ce soir, on dormira dans sans doute ce qui est le plus beau lodge de tout l'Ouganda. Bienvenue au Nil Safari. Tu l'auras deviné, c'est un lodge exceptionnel au bord du Nil. Le Nil blanc, plus précisément. Parce que le Nil que l'on connaît qui traverse l'Égypte et qui se verse dans la Méditerranée est constitué du Nil blanc qui est juste devant nous et le Nil bleu qui prend sa source en Éthiopie. La vue depuis la chambre est assez rêveuse. On entend les hippopotames, on les observe au loin et on est juste en face du parc national du Murchison qu'on ira découvrir demain. Une petite piscine privée, un lit extérieur et la vue nous appartient. Cet endroit est vraiment rêveur. Là, on va aller faire une petite balade en bateau qui va nous apporter jusqu'aux cascades Murchison. Ces cascades sont sans doute le point culminant et le point d'intérêt de ce parc. Donc là, on va avoir la chance d'aller les découvrir en bateau. Il est 16 h, donc ce qui est cool, c'est que peut-être qu'on verra le coucher de soleil, peut-être pas, ça dépend de la météo. Mais pour l'instant, je pense qu'on va être chanceux. Après 1 heure de navigation, on arrive enfin aux chutes. On ne pourra pas s'approcher très proche des cascades et c'est tout de même la 2e chute la plus grosse sur tout le parcours du Nil. 43 mètres de haut pour seulement 7 mètres de large. Sur le chemin du retour, on se fait gâter et par miracle, on évite l'orage. Le lendemain, on décide d'aller découvrir le parc du Murchison. Tu commences un petit peu à connaître la chanson girafe, antilope, hippopotame, éléphant. Et vous n'êtes pas très impressionnant, hein, les éléphants de forêt, vous êtes vachement plus petits. Hein. Mais cette fois-ci, on a eu 3 belles surprises. On a trouvé un léopard. My God. Mais oui. Et un petit peu plus loin, on a croisé une famille de lions au bord de la route. Alors oui, on en a déjà croisé pas mal, mais à chaque fois qu'on en voit, c'est toujours un vrai bonheur. Mais en rebroussant chemin, on a croisé quelque chose qu'on n'avait pas encore vu depuis le début du voyage. Une hyène. Et bizarrement, elle a pas l'air d'avoir peur de nous et d'être préoccupée par quelque chose qui est en dessous de nos roues. On est au-dessus d'une canalisation et elle fait des allers-retours entre nous regarder et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on attend qu'elle aille un petit peu plus loin et ni une ni deux, je sors mon trépied et je fais plonger ma caméra sans sortir de la voiture pour voir ce qui s'y cache. Je vous présente ce qui est sûrement son bébé. On sait toujours pas ce qu'il faisait là, mais il avait l'air d'être plus ou moins en bonne santé. Après cette journée pleine de découvertes, on retourne au Nil Safari pour récupérer nos affaires et on prend enfin la route vers la première capitale de notre itinéraire. Kampala. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. 3,5 millions d'habitants, ce qui la rend complètement vibrante. Des boda-boda, c'est-à-dire des mototaxis dans tous les sens,
Pour se déplacer ici, il faut bien s'accrocher. C'est un lieu haut en couleurs et rien que le fait de s'y balader nous dépayse complètement. Le marché en plein cœur de la ville est infini et on peut y retrouver toutes les saveurs du pays. Aujourd'hui, on fait une petite mission mécanique. C'est uniquement la troisième depuis le début du voyage. C'est pas tant. Si on compare à la Volvo ou à chaque ville qu'on croisait, on devait s'arrêter. On répare simplement la pièce qui a été changée en Tanzanie lors de la première mission mécanique. Ils avaient mis un joint d'une Datsun, donc c'était certain que ça allait pas fonctionner. Ça nous a quand même permis de rouler jusqu'à Kampala sans trop de soucis, sans que ça coule trop. Donc on peut dire que c'est quand même une réussite. Surtout que les bushings faits maison sont encore là. Je dis pas qu'ils sont à 100% de leur forme, mais ils sont encore là et ils ont encore quelques kilomètres. En tout cas, ça nous permettra de terminer le voyage et de les changer probablement en Belgique. Là, heureusement, on a trouvé le vrai bourrage de roulement arrière. Exactement le même. En enlevant le roulement, ça a cassé le roulement, donc on a dû remplacer le roulement aussi. Mais on a trouvé tout ça en une journée grâce à Amir, donc on peut que le remercier. D'ailleurs, Amir, je te l'ai toujours pas présenté. Amir, c'est lui. C'est l'associé de Brigitte dans leur agence de voyage et ça a été clairement notre ange gardien de l'Ouganda. C'est lui d'ailleurs qui nous a sauvés au moment où on avait cassé l'alternateur et c'est lui qui nous a trouvé une multitude de bons plans. Honnêtement, sans lui, le voyage n'aurait pas été pareil. On est occupé à faire la vidange de l'huile. C'est la première fois qu'on le fait depuis le début du voyage. Je comptais pas la faire pendant ce voyage parce que je savais qu'on allait faire moins de 15 000 km. Je me suis dit c'est pas grave si pour une fois je fais une vidange à 15 000 km parce que j'avais envie de trouver la bonne huile. Heureusement avec Amir, il nous a trouvé un garage qui a de la Castrol. C'est exactement la même huile qu'on a mis avant de partir. Donc là on fait une petite vidange. Un petit service, filtre à air, vidange, changement des filtres à diesel, changement des filtres à huile. On ne l'a jamais fait depuis le début. En soi, je pense que le diesel était quand même d'assez bonne qualité. Donc ça va faire du bien à la voiture, même si on n'a plus beaucoup de kilomètres à faire. Ça fait jamais de mal. Le joint de roulement arrière de la voiture est réparé, l'entretien est fait. On a même ressoudé les deux petites plaques qui tenaient les phares arrière qui ont cassé en Namibie. Et la voiture est maintenant presque comme neuve. Aujourd'hui c'est opération nettoyage de ce gros bordel. On a accumulé toute la poussière de la Namibie qui maintenant devient de la boue à cause de l'humidité. Donc il est grand temps que l'on nettoie tout ça. On a tout vidé, mais vraiment vidé tout ce qu'on a mis dans la voiture. On a tout déposé dans la maison de Brigitte. Et puis on s'est dit tiens mais on va aller faire un detailing ici, on va aller faire un detailing pour vraiment la rendre propre parce que si quand on va la mettre dans le conteneur de retour vers la Belgique, c'est des environnements qui sont très humides et donc on n'avait pas envie que ça pourrisse et que la poussière garde l'humidité et engendre un peu plus de rouille. Et au final, Amir nous a trouvé sans doute le meilleur contact à avoir à Kampala si tu veux faire ça. Parce qu'on part sur un nettoyage complet, un polishing, un traitement céramique. Bref, on fait la totale et ça fait vraiment du bien à la voiture. Camera. On quitte la maison de Brigitte en plein milieu de Kampala où on y séjourne depuis plus d'une semaine et on reprend la route cette fois-ci pour de bon pour commencer la dernière partie de notre voyage. On aura finalement passé plus d'une semaine à Kampala, à profiter de cette ville. On a fait pas mal de choses sur la voiture. On s'est fait quelques petits costumes sur mesure, on a bien profité. C'était une bonne petite période de repos avant de continuer la route vers Mombasa. Il nous reste 5 jours avant la date cruciale pour mettre la voiture dans le container. Là, sortir de Kampala, ça va être une mission. On va prendre la route vers Jinja, faire un dernier arrêt pour profiter de l'Ouganda. Mais avant d'y arriver, on doit quitter la capitale. Et avec tous les boda-boda qui s'infiltrent comme si on avait ouvert un robinet d'eau, ça ralentit fortement le trafic. Une fois sur la route express, je me mets à suivre une voiture ougandaise qui a l'air d'être assez motivée pour rouler à bonne allure. On dépasse pas tellement les limitations de vitesse, et ici bande de gauche ou bande de droite, ça n'a pas l'air d'être très important. On nous avait bien prévenu.
que les policiers ici, ils arrêtent à la tête du client. Depuis le début du voyage, on s'est pas encore fait arrêter une seule fois. Mais avec toutes les arrestations que j'ai eues entre Bruxelles et Cape Town, on va dire que je comprends un petit peu comment ça fonctionne. Là, je suis une voiture avec une plaque ougandaise et on roule plus ou moins à la même vitesse. Sauf qu'à un moment, on l'a pas remarqué, mais on est arrivé dans un contrôle de police avec radar. Et va savoir pourquoi, au lieu d'arrêter la voiture qui est devant, ils ont choisi notre voiture. Policier numéro 1, policier numéro 2, policier numéro 3, mais lui, il a l'air d'être occupé, donc il compte pas. Et le quatrième qui s'occupe de la caméra pour contrôler la vitesse. Autant te dire que là, le setup, il est pas dingue. Surtout que si je retourne un petit peu en arrière, bam, la moto d'intervention. Et là, j'ai une seconde pour réfléchir. Si je m'arrête, on va sûrement perdre plus d'une heure en négociation. Surtout que je comprends pas pourquoi ils ont pas simplement arrêté la voiture de devant. Du coup, je refais un gentil signe de la main et on continue notre route. La voiture de devant, je sais pas si elle s'est arrêtée, mais en tout cas, nous on a accéléré. 1h30 plus tard, on arrive à destination sans encombre. J'ai quand même regardé mon rétro quelques fois, mais j'ai rien vu. Bienvenue dans notre sûrement dernier lodge de notre voyage, parce qu'on va bientôt quitter l'Ouganda. Le voyage va bientôt se terminer. On est dans le lodge qui appartient à Alexandre. C'est un Belge et je peux dire que ce lodge est quand même vachement bien placé. Au bord du Nil, avec une vue sur les rapides pas loin. On est dans la région de Jinja et c'est vraiment une région hyper réputée parce que c'est pas très loin de Kampala, la capitale, à 2h30. Et donc forcément, beaucoup de gens viennent se ressourcer ici, à côté de ce cours d'eau qui mène jusqu'à la Méditerranée quand même. Demain, on va quitter ce merveilleux endroit. C'est un peu bizarre parce qu'on va clairement rentrer dans la dernière phase de ce voyage, c'est-à-dire se diriger vers Mombasa. On a 20 heures de route, 1200 km à parcourir. On a 4 jours pour le faire, donc c'est pas énorme parce qu'on a une date bien précise à laquelle on doit absolument mettre la voiture dans le conteneur pour qu'elle prenne la route vers la Belgique. C'est vrai que là, quand tu es à la fin et que tu dois commencer à penser au départ, comme il y a beaucoup de choses à organiser, on se projette beaucoup à qu'est-ce qu'on va faire en Belgique. Je pense pas mal aux constructions que je vais pouvoir faire en rentrant. Et c'est marrant parce qu'en variant les plaisirs, je pense que je suis motivé comme jamais. J'ai une grande soif, pas de rentrer, non, mais j'ai une grande soif de passer à la prochaine étape, de construire un truc un peu plus sérieux dans lequel on pourra potentiellement vivre tous les deux. J'ai envie de mettre mon énergie dans des choses matérielles, dans des choses qui tiennent, c'est-à-dire construire. Et une fois que j'ai sorti la vidéo, je peux admirer ma construction. C'est un peu la plus grosse, pas frustration, mais c'est la plus grosse réflexion que j'ai par rapport au contenu voyage. C'est que c'est vrai que je passe énormément de temps à filmer, on passe énormément de temps à profiter forcément et à s'enrichir de toutes ces expériences, mais j'aimerais bien que ça puisse rester dans le temps, aussi bien qu'une construction pourrait le faire. Et je pense que c'est ça qui va me rendre heureux et qui va surtout me permettre de redécouvrir un tout nouveau milieu, d'apprendre énormément de choses. Je me rends bien compte après ce voyage que j'ai aucune envie de rester derrière un bureau et encore moins qu'avant. Ici, on est tout le temps sur le terrain, tout le temps en train de découvrir des gens, tout le temps en train de découvrir des nouveaux paysages et de vivre des nouvelles expériences. Quand je rentre en Belgique, je veux faire la même chose. Je veux avoir des yeux qui pétillent quand j'apprends des nouvelles techniques de construction. Et après, je parle déjà comme le voyage était fini, hein, mais non, trompe-toi. On a encore 15 jours, donc on va pas se plaindre. On va surtout essayer de vivre le moment présent, de s'imprégner le plus possible de cette météo, de ces bruits, de ces odeurs, de ces rencontres, avant de rentrer. On reprend la route et cette fois-ci c'est direction Mombasa, notre ligne d'arrivée. On découvre vite que les 4 prochains jours de roulage vont être un réel enfer. La route que l'on emprunte est la route principale qui relie en gros toutes les routes d'Afrique centrale à l'un des plus grands ports maritimes d'Afrique de l'Est, Mombasa. Sur cette route, on passe notre temps à se battre avec les camions et les taxis. C'est fatigant, c'est long, mais malgré notre deadline assez proche, on décide quand même de faire un détour. Nous avons officiellement décidé de rallonger notre séjour en Ouganda d'une journée pour voir ces magnifiques cascades qui font quand même plus d'une centaine de mètres de haut. Et aussi parce que en fait, la frontière que l'on va prendre aujourd'hui pour passer au Kenya est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de trafic. C'est une frontière beaucoup moins utilisée.
Et donc on s'est dit on préfère faire un petit détour de 2 heures et profiter que de perdre beaucoup de temps à la frontière, dans le trafic, là où tous les camions passent. On a l'impression de surplomber tout l'Ouganda, tellement qu'on est haut en altitude. On n'est pas si haut que ça, mais on est au pied d'une montagne qui monte jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude, le mont Elgon, qui est partagé entre le Kenya et l'Ouganda. Et du coup, ça nous offre des cascades comme ici, qui sont vraiment impressionnantes. Celle-là, elle doit faire plus de 100 mètres de haut. Allez, l'Ouganda, c'est fini. Bientôt le Kenya. Honnêtement, on quitte ce pays avec une petite boule au ventre. C'est le pays qui nous a le plus impressionnés depuis le début de ce voyage. Que ce soit pour la découverte des gorilles, des chimpanzés, des animaux, des paysages, des cascades à gogo et des paysages tout verts. La petite cerise sur le gâteau de passer quelques jours dans la capitale afin de vraiment découvrir la culture ougandaise était juste parfaite. Brigitte a réussi à nous transmettre son amour pour l'Ouganda et on la remercie fortement. La seule chose que je peux faire pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous, c'est de te dire que si jamais tu penses aller en Ouganda, n'hésite pas à la contacter, tu ne seras vraiment pas déçu. This is official, on quitte l'Ouganda. Bienvenue dans le dernier pays de cette belle aventure. Il nous reste littéralement 4 jours avec la voiture, 1000 km à parcourir et ça va nous prendre pas mal de temps. 4 jours avec la voiture, c'est vraiment pas beaucoup, sachant qu'on pensait que la route allait se faire beaucoup plus facilement. On traverse Nairobi, la capitale du Kenya. Heureusement pas durant une heure de pointe, car on le voit pas sur cette vidéo, mais c'était déjà bien bouché à cette heure-là. Au plus on avance, au plus on croise des camions chargés avec des containers. Difficile de s'imaginer que dans moins de 3 jours, la voiture est dans l'un d'eux. Vas-y, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. En arrivant au campement du soir, j'ai un énorme message d'erreur sur mon tableau de bord, EBV. Je sais pas ce que ça veut dire, mais la voiture n'avait pas l'air de fonctionner totalement comme il se devait. Et depuis qu'on roule vers Mombasa, j'ai l'ABS qui s'active en dessous de 20 km/h alors qu'aucun de mes pneus glisse. Tu vois, cette petite fiche là, il y a de la boue dessus et en fait elle était déjà cassée. Ça veut dire qu'en fonction des flaques que je prenais aujourd'hui, ce matin il devait y avoir de l'eau qui rentrait là et qui faisait faux contact. Et puis même si la connectique est cassée, du coup le cerveau ABS ne sait plus à quelle vitesse tourne la roue. C'est pour ça que ça s'activait et ça devait bugger. À la fois je suis pas content parce que j'ai pas la pièce, mais à la fois je suis content parce que si on part du principe que cette connectique ne fait aucun changement dans le courant électrique, il suffit de couper les câbles, de dénuder, de les plier à la main, de mettre un peu de scotch autour isolant et normalement ça devrait repartir. Après avoir bidouillé la connectique sans grand espoir, je remonte tout. En soi, c'est pas si grave, mais j'ai peur que la voiture se mette en sécurité, qu'elle nous empêche d'avancer, alors qu'on est obligé de déposer la voiture dans le container à une date bien précise. Derrière moi, il y a le Kilimandjaro qui se cache sous les nuages malheureusement. Le Kilimandjaro, c'est le toit de l'Afrique. Et d'ici, c'est censé ressembler à ça. On a fait un sacré détour pour avoir cette vue. Parce qu'on s'est dit, on va peut-être pas le monter, mais au moins on pourra dire qu'on l'a vu. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Parce qu'on est là depuis hier et on l'a toujours pas vu. Et vu les nuages qu'il y a autour, ça risque pas de s'améliorer. Sachant que même quand il n'y a pas de nuages, généralement, il y a toujours des petits nuages qui s'accrochent au sommet et qui rendent la vue un peu délicate. Le problème de l'ABS est pas réglé, mais on croise les doigts pour que la voiture roule sans souci jusqu'à la destination. Juste en sortant du camping, on s'est arrêté pour regonfler les pneus et un motard qui passait à côté en a profité pour qu'on lui fasse une petite réparation. Je lui ai remis 2 mèches dans son pneu, je l'ai regonflé et il était bon pour repartir.
En commençant cette route, on longe la frontière du Kenya avec le Kilimandjaro juste à côté, qu'on ne voit toujours pas à cause des nuages. On roule pendant plus de 7 heures d'affilée et on arrive enfin à la destination finale. Pour la première fois depuis le début du voyage, on gare la voiture sur la côte est, au bord de la plage, avec vue sur l'océan. Nice, hein? Pour la première fois depuis bien longtemps, on ne doit plus rouler. J'essaye d'apprendre à grimper au cocotier, mais ça marche moins bien que prévu. Deux fois par jour, on déguste des noix de coco fraîchement cueillies sous nos yeux, vu que j'arrive pas à les attraper moi-même. On ne fait rien, mais on profite pleinement de ces derniers instants avec la voiture sur ce continent. Quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'on a vécu tellement d'expériences différentes. Et on se doute bien qu'en revenant en Belgique, on ne sera plus vraiment les mêmes. Alors oui, ces vidéos sont sûrement différentes, peut-être un petit peu moins immersives, mais pour moi, c'est la première fois de ma vie que je pars aussi loin en une fois. J'ai rarement ouvert mon ordinateur, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait de montage. En fait, je comptais pas spécialement faire de vidéos YouTube, mais quand j'ai vu à quel point c'était du bonheur, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de filmer. Pas spécialement pour le partager, mais plus pour m'en souvenir et garder une trace. Alors dans ces deux vidéos, j'ai essayé de résumer 3 mois et demi de voyage en 3 heures de montage. Donc autant te dire que ce n'est qu'un simple aperçu. Entre les moments que j'ai décidé de garder pour nous et ceux que je n'ai pas filmés, il nous reste encore beaucoup de souvenirs dans nos têtes qui rendent ce voyage encore plus grandiose. En allant déposer la voiture vers le service de logistique qui allait la prendre en charge pour la ramener en Belgique, on était extrêmement triste de quitter ce merveilleux continent. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai ressenti une sensation que je n'avais presque jamais eue, être heureux de rentrer en Belgique, mais surtout avoir la boule au ventre tellement que je suis excité d'imaginer construire un chez nous.